Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Super Potion. Aujourd'hui, un épisode spécial Tendance spiritueux 2025, le fameux avec Fred Roginska. Salut Fred. Hello, hello, salut Ludovic. Bonjour à tous, bonne année à tous. Eh, Voilà. meilleurs vœux. Est-ce que tu peux rappeler qui tu es à nos auditeurs s'ils ne te connaissent pas encore? Donc je suis Frédéric Roginska, je suis le fondateur de distillnews.fr et de barnews.fr et puis d'autres petits trucs, mais essentiellement liés, tout ce qui est médias liés à l'actualité des spiritueux du monde du bar au quotidien. Ok, top. Donc, bon, bah, vous pouvez aller checker ça, Distill News, Bar News. Abonnez-vous à sa newsletter, ça vaut de l'or. Ah C'est bah ouais, envoyé avec toutes grand les plaisir. semaines. Envoie toutes les semaines et potentiellement, tu as des offres daily aussi Exactement, pour une veille quotidienne et être au plus près de l'actu et de tout ce qui se fait, toutes les tendances justement. Voilà. OK, top. Et accessoirement, tu es aussi mon acolyte de The Bottlefield Show, donc notre podcast, side project à côté qui parle de boissons, de spiritueux, mais tout ça mêlé avec, la nouvelle technologie, l'IA, la réalité augmentée, enfin tout ce qui peut être un peu tech sur les bords et entrepreneurial. Exactement. Tout ce qui se boit et qui est sur un ordinateur. Yes. Alors, beaucoup de choses dans ce nouvel épisode, dans cet épisode de l'année. On va dire que les épisodes tendance, c'est toujours les épisodes les plus écoutés par les auditeurs. Pas forcément les plus intéressants, quoique, on va voir qu'il y a énormément de choses à dire. Vends le mieux là, ton épisode. Ouais. Donc, Non, c'est le plus intéressant, ok? non, ouais. Vous restez bien à C'est l'écoute. le plus intéressant, excuse-moi. Donc, j'en ai déjà fait un avec les tendances brassicoles avec Theodore Beckard de Brewing Theory. Donc, si vous l'avez toujours pas écouté et que la bière et les sans-alcool potentiellement ou d'autres alternatives à la bière peuvent vous intéresser, écoutez-le. Et aujourd'hui, ça va être spiritueux. Donc, comment est-ce qu'on a décortiqué cet épisode, sachant qu'il y a énormément de choses à raconter, à dire, pas mal d'axes. Tout simplement, on a repris le rapport de Diageo 2025, qui est sensiblement le même. En tout cas, ils ont gardé la même trame que celui de 2024. Donc en gros, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà de décortiquer, ce rapport, 2025, voir un petit peu, un résumé de chaque, macro tendance, quelques exemples et ensuite on va partir plus dans des axes qu'on a vus nous, qui pourraient être pertinents également, mais qui n'ont pas forcément été, mis en exergue par ce rapport-là et peut-être, quelques autres insights, qui pourraient nous revenir, par-ci par-là donc c'est vraiment pas un épisode exhaustif, bien qu'on essaye, qu'il le soit, mais voilà, beaucoup de choses, à dire, ensemble. Absolument. Alors, du coup, je vais commencer directement par partager l'écran. Donc, voilà le rapport Diageo. Vous pouvez y accéder tout simplement sur leur site internet et le télécharger. Leur méthodologie, et ben, au final, elle est un petit peu comme mon studio, Studio Blackthorn. C'est une méthodologie mi-IA, mi-humain. On va dire qu'ils ont analysé, plus de 160 millions de conversations. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent, conversation, mais en tout cas, voilà, ils ont étudié pas mal de choses et ils C'est sur les ont réseaux sociaux notamment. ouais, OK et du coup, ils ont inclus aussi, tout ce qui est, plateforme de social media, forum, digital media et cetera, dans 180 marchés, dans le monde entier. Donc ce qui représente quand même, un nombre de sources considérable et ils en ont fait, un beau rapport, donc ils ont fait ça depuis 2023, donc 2023-2024-2025. Ça commence à faire. Alors non, c'est le deuxième celui-là. Là, c'est le deuxième, mais il me Ouais, semble ouais. qu'ils ont commencé en tout cas leur système, d'IA, Ah, à oui, partir de de recueil 2023, des quoi. données, ok. Voilà, ouais, recueil des données. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut voir, en premier lieu? Donc on repart sur le néo-hédonisme qu'on a déjà défini, l'année dernière. Alors en résumé, les consommateurs recherchent des expériences uniques et mémorables plutôt que la simple indulgence. Ils sont prêts à investir dans des produits et des moments exceptionnels. Par exemple, on a, la Feria Don Julio, qui réimagine, pardon, la fête traditionnelle mexicaine, offrant des expériences de dégustation immersives. L'intérêt croissant pour les espaces sociaux alternatifs montre une volonté de diversifier les modes de socialisation.
Alors là, on avait un lien à côté. Voilà à peu près ce à quoi peut ressembler les ferias, Don Julio. Donc voilà avec la petite bouteille, Packshot en haut et donc voilà, on va dire comme exemple qui pourrait montrer, le côté, néo-hédonisme. Hem, voilà. Mmh. Ensuite, peut-être que tu aurais quelque chose à rajouter sur cet aspect-là? Pas forcément là, je t'avoue, ça fait partie des angles de leur rapport où, je suis un peu dubitatif, Mmh. je Alors il faut ça dire ça qu'ils me sont paraît un peu dans creux. ouais, Si je suis pour parce que bon, pour moi, c'est vraiment, macro trend et micro trend. Ils ont fait un mix des mmh. des 2 et Parce qu'après ils illustrent avec des activations qu'ils font avec des marques de leur portfolio. ouais, forcément, ouais. Hem, mais voilà, après 2 ans, moi j'avoue que bon, néo-hédonisme, bon, OK, soit. Je pense qu'ils essayent de prendre l'alcool dans le prisme, de la vie en 2024, Ouais. 2025 et potentiellement, tous les aspects d'un consommateur, d'alcool, enfin tous les aspects de sa vie. Voilà quoi. Au final, comment Mmh. intégrer l'alcool, au plus profond de leur vie quoi. Hem, ensuite Avec avec modération, bien sûr. modération, ouais, c'est sûr. Du coup, deuxième tendance, c'était le conscious well-being, donc le bien-être conscient, modération et équilibre. En résumé, la santé et le bien-être sont holistiques. La modération est clé avec des tendances comme le zebra stripping, donc le fait Mmh. d'alterner des boissons alcoolisées et non alcoolisées et des «occasions décélérées» entre guillemets. Hem Mmh. Avec comme exemple la campagne Mix It Up de Gordon's, qui met en avant Mmh. cette, modération en encourageant l'alternance entre Gordon's Pink et Gordon's Pink 00. Donc là, Mmh. pour le coup, forcément, ils font une activation où on va utiliser du alcool et sans alcool de la même marque. Voilà un petit peu ce que ça peut donner, leur pub, si vous nous regardez, en vidéo. On voit un split screen, l'écran coupé en 2 avec, d'un côté, des consommateurs d'alcool et de l'autre de sans alcool. C'est assez intéressant le zebra stripping. Peut-être que tu as des insights à nous fournir là-dessus? Pas forcément, mais j'en parlais, tu vois, je faisais un autre podcast, bah, dans le Distillcast avec Rich Jumentier. On a parlé de ce truc-là, où lui, il percevait ça comme juste, on a trouvé un nom à un truc, un non-événement, quoi. Mmh. Moi, je trouve ça plus Mmh. intéressant parce que dans le sens où ça dénote une conscientisation de certaines pratiques. Hem, donc je trouve intéressant, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le sentiment que dans ma génération, on se soit jamais posé ce genre de questions. Donc, s'il y en a qui le font aujourd'hui, je trouve ça intéressant de le définir comme ça. Et effectivement, Diageo avec ses marques comme Gordon's qui a des déclinaisons sans alcool ou ils font aussi Captain Morgan en version sans alcool. Bah, c'est parfait pour eux, quoi, pour valoriser ça, quoi, parce qu'en gros, ils sont sur les deux tableaux. Voilà. Carrément. Et je trouve ça assez rigolo de te dire, finalement, d'un point de vue marketing, s'ils sont capables de te choper sur les deux instants, et en fait, tu fais du zebra stripping, mais en fait, avec la même marque, en fait. Ouais. C'est C'est ce que génial. j'allais dire. Peut-être que Bravo. c'est une nouvelle manière de faire pour les marques et peut-être que même, les marques, les petites marques qui nous écoutent pourraient potentiellement, instaurer ce genre de choses. Parce que souvent, ce que j'entends moi, dans les interviews que je fais ou dans les prospects ou clients qui me parlent, c'est toujours, quand ils viennent avec du sans alcool, c'est: «Il faut une alternative à l'alcool», et Mm. inversement. Et là, je trouve ça hyper, astucieux, alors outre le fait que le naming de cet événement soit vraiment bizarre, zebra stripping, il faudrait qu'on m'explique d'où ça vient. Bah, Heu, les bandes d'un zèbre, ah oui, hein, OK. Oui, bah, oui, tout simplement. tout simplement. Donc, tu alternes, Blanc tu et as noir, quoi. du noir, du blanc, du noir, du OK, blanc. bah, tu vois, je l'avais je l'avais pas conscientisé comme ça et de toute façon, j'ai vu ce terme il y a vraiment très peu de temps, donc j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Mais par contre, d'un point de vue consommateur, autant plein d'autres choses sur le rapport et dans les sites internet qu'on peut voir sur les trends de 2024, 2025 ou même, 2048, n'ont pas beaucoup
euh, on va dire, sont pas vraiment très concrètes où on peut passer d'une tendance à l'autre, d'une année à l'autre et ne pas du tout Mhm. l'avoir. Autant celle-ci, je trouve qu'elle s'inscrit vraiment dans un comportement normal d'une personne lambda consommatrice d'alcool. Au final, ça arrive à tout le monde de boire ne serait-ce que de l'eau et une bière. Et du coup, Mhm. tu fais déjà du zebra stripping ou le classique, bois une pinte d'eau, entre, un verre Mhm. d'alcool quand on est en bar pour pas avoir des lendemains difficiles. Ça fait partie, des mœurs et des choses qu'on nous a toujours répétées, mais qu'on n'a jamais forcément marketées. C'est comme ce que tu disais, juste avant. Hem et là, Oui, ça en devient même temps, intéressant. j'avais pas le sentiment qu'il y avait la même conscience, tu vois. Euh, je pense que grande majorité des gens qui vont dans des bars ou des pubs, ils boivent de l'alcool et de l'alcool et de l'alcool et de l'alcool. Ils font. Et du coup, le fait qu'on mette un mot là-dessus, c'est un autre level de ah, ok, il y a une prise de conscience ou un truc comme ça. Tu vois, dans les bons bars à cocktails, on te sert un verre d'eau, avec tes cocktails. Donc ça peut paraître naturel, mais je sais pas. Quand tu fréquentes des pubs, je pense que ça t'a pas sauté aux yeux forcément le zebra stripping jusque-là. Non, mais du coup, Donc on arrive dans ce si côté ça se fait, inclusif. c'est super intéressant. Ouais, et puis tu vois le Ouais. côté inclusif des marques ou du fait d'être bienveillant et inclusif en 2025, ça fait partie de ça. Enfin, c'est pour ça que les bars s'y sont mis, c'est pour ça qu'on a des options sans alcool, c'est pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, Mm. au final, le zebra stripping, ça ne fait que, renforcer cet aspect-là et l'essor du sans alcool, dans le monde, quoi. Mm. Donc pour revenir, au final, à la suite du rapport, on a une trend numéro 3 qui est Expanding Reality, donc au final la réalité étendue, et on peut constater que l'IA commence à s'imposer un petit peu dans le secteur. On sait déjà que l'IA est omniprésente et on en parle bien assez dans The Battlefield Show, et elle transforme notre relation au monde, et notamment à travers des relations augmentées par IA, et l'accent est mis sur l'intégration harmonieuse de la technologie dans la vie quotidienne. Et là, comme exemple, il parle de l'activation, CGI, donc CGI, c'est un terme qui veut dire, 3D au final, de Tanqueray 00 à Madrid avec une bouteille géante virtuelle, et ça va illustrer, l'utilisation créative de la technologie pour, engager les consommateurs. Alors là, on peut voir à l'écran, au final, une activation que moi j'avais pas au final pas vue avant Moi de non faire plus, ce j'avoue. podcast. Alors pour l'instant, on voit juste la communication sur Facebook, mais ça va faire un petit reroll. Donc là, on peut voir des gens qui sont en train de voir dans le ciel une bouteille de Tanqueray Zero se vider. Enfin, il se passe des choses avec un hélicoptère qui amène un glaçon. Et au final, le Schweppes s'allume, ça fait un Schweppes Tonic Zero. Donc voilà, Ginto Zero, et avec une activation en réalité augmentée. Donc là, je pense que tout ce qu'on voit, c'est à travers le téléphone, du coup, vu que c'est la réalité Mhm. augmentée. Et ils ont potentiellement réussi à créer une expérience où on peut voir à travers son téléphone une bouteille de Tanqueray. En gros, un cocktail se faire sous ses yeux à grandeur nature, comme on pourrait voir un feu d'artifice, quoi. Donc c'est assez intéressant. Voilà, je ne sais pas si tu as envie de commenter cette action ou Je potentiellement pense que l'IA de manière générale. je pense là, ça s'inscrit dans un truc beaucoup plus macro, quoi. Mm. Et forcément, bah, si les nouvelles technologies sont adoptées dans notre vie, bah, forcément, ça se reflète aussi dans des campagnes marketing. Un truc qu'on voit beaucoup dernièrement, c'est genre des animations dans le ciel avec des drones, tu vois, qui sont guidés Ouais. et qui font des motifs et tout, des trucs trop jolis. Bah, tu as des marques d'alcool qui ont utilisé, par exemple, cette techno pour faire des animations publicitaires pour leur marque. Euh, L'IA en fait partie. Là, on est plus sur le côté marketing, mais on en a pas mal parlé aussi dans le Battlefield Show. Il y a aussi tout le côté, comment on adopte l'IA dans la création de nouveaux produits, comment on l'adopte euh,
dans des simplifications de process ou Dans de même dans la l'automatisation. production même, Mm. dans l'automatisation ou pour traiter beaucoup de data sur, je sais pas, sur une chaîne d'embouteillage ou pour aller détecter des défauts d'étiquetage, j'en sais rien. Tout ça, finalement, forcément, ça existe, donc c'est adopté aussi. Enfin, voilà, l'industrie des SPI est pas dans une bulle où on n'adopte pas les nouvelles techno, quoi. C'est clair. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'IA, go to The Battlefield Show pour voir, au final, peut-être les 10 ou 15 derniers épisodes qu'on a fait, c'était à propos de ce genre de thématique. Carrément. Ensuite, trend numéro 4 qu'ils appellent le collective belonging, donc l'appartenance collective, le pouvoir des fandoms. Alors fandom, c'est un mot, bah, pareil que je viens de voir aujourd'hui. Au final, c'est un mot valise, donc c'est une base fan de gens qui partagent le même centre d'intérêt. Donc au final, c'est une micro-communauté pour moi, une micro-niche, quoi, c'est ce que Ouais. ça veut dire. Donc, en résumé, les consommateurs recherchent des communautés et des liens authentiques, notamment au sein de fandoms passionnés. Les marques doivent s'intégrer dans ces espaces de manière pertinente. Et par exemple, on a le partenariat de Smirnoff avec Troye Sivan, qui est un chanteur australien, pour la plateforme We Do We, qui cible les communautés LGBT et promeut la diversité et l'unité. Donc la croissance des conversations autour des fandoms passionnés a été de plus 120% dans le rapport. Et ça souligne l'importance de ces groupes. Donc on en parle toujours et partout. Pour moi, c'est ni plus ni moins qu'une cible marketing au final. Et comment on va aller parler Oui, à sa cible et au centre d'intérêt qu'elle partage, quoi. Donc c'est de l'influence. voilà, c'est de l'influence. Ouais. C'est le même ressort que de faire appel à une égérie, à une star qui représente ta marque. Voilà, forcément, tu captes les fans de cette personne et tu les transvases ou tu les transfères vers ta marque, quoi. Mm. Et comment Euh, aussi faire pour optimiser ça et pour rendre ta fanbase impliquée dans ton produit. Et c'est là hmm. tout le problème ou tous les objectifs des marketeurs en 2025. C'est parler de son produit et le mettre en exergue, c'est une chose, mais faire en sorte que sa communauté en parle à ta place, c'en est encore une autre. Donc potentiellement qu'il faut arriver à trouver des actions ou des leviers marketing pour que cette cible-là, cette communauté, se sente réellement entendue, par la marque et en gros, que la marque puisse laisser libre cours à ses propres fans pour, je sais pas, créer des nouvelles recettes, participer à des jeux concours, participer Hmm. activement à l'élaboration et au développement de Et cette marque. c'est l'idée alors, qui est plus vieille, tu vois, qui a au moins 15 ans, je dirais, c'est le mot valise consomme-acteur aussi. Mmh. Voilà. Donc tu vois, tous les sorts, je sais pas, du community management ou quoi, ça vient aussi de là. C'est, ton consommateur devient aussi un acteur de ta marque, il participe. Euh, donc voilà, bon, à travers la communauté. Après, je pense ce genre de choses-là par rapport au SPIS qu'on voit, c'est quand même un prisme très anglo-saxon. Enfin, vu du prisme français, c'est beaucoup plus compliqué, voire impossible. Ah, c'est sûr que si tu fais des eaux de vie, en fin fond du terroir, déjà va trouver ta micro-niche, va essayer Mm. de l'inciter et puis il y a toujours aussi la loi E20 qui va, au final pénaliser Ouais. peut-être ce genre de marque et en tout cas Bah, tout le tu territoire peux le français. faire au niveau local ou quoi, mais tu peux pas communiquer dessus, quoi. Mmh. Tu... Ouais, Ouais, c'est sûr. clairement, c'est pas en France que tu vas recruter une star de la chanson et aller parler à ses fans, tu vois. Tu Ouais, pourras pas le faire. c'est clair. D'où je pense aussi peut-être même l'essor du sans-alcool. Est-ce que tu penses pas, mine de rien, qu'il peut provenir de là? Se dire que tous les nouveaux acteurs qui n'ont pas forcément encore créé de marque, mais qui veulent et qui auraient potentiellement voulu créer des marques d'alcool se disent: au final, aujourd'hui, c'est vraiment trop compliqué, avec cette loi ou avec ce lobbying ou avec cette néo-prohibition dont on va parler plus tard. Lançons directement une boisson de sans alcool, sans se prendre la tête et là, on pourra faire ce qu'on veut. Est-ce que tu penses pas que beaucoup d'acteurs aujourd'hui se disent ça?
et que c'est pour ça qu'on voit émerger plein de marques sans alcool? Je je sais pas, c'est un peu la question de l'œuf ou de la poule, mais il y a un tel que tu le décris, finalement, c'est juste une démarche opportuniste, quoi. Il y a un marché, il y a du bis à faire, on capte qu'il y aurait de l'argent à se faire et on lance ça. Je sais pas, Opportuniste il ou y te fait a quand faire même beaucoup plaisir de plus, gens. moi, je pense, hein. Ouais, mais il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui lancent des marques de spiritueux, qui veulent être embouteilleurs, qui font, je sais pas, des arrangés, qui veulent ouvrir une distillerie. Donc, euh, enfin bref, il y a des passionnés dans les deux côtés. Après, oui, il y a juste des businessmen, quoi, qui, qui se disent, ah tiens, je sais pas, il y a moins de taxes, il y a moins de régulation, on va le faire. Effectivement, c'est un côté très pragmatique et opportuniste. Mmh. Je vois ce que tu Mais, veux dire. OK, euh, on mais continue, oui. sur la tendance numéro 5, le betterment brands. Au final, en français, on peut qualifier ça de marque d'amélioration, l'importance du local. En résumé, les consommateurs recherchent des marques engagées pour un monde meilleur, notamment à travers la durabilité et le soutien aux communautés locales. On parle de richesse locale. Par exemple, Baileys se positionne comme une marque d'amélioration avec des initiatives comme le Baileys Mhm. Sustainable Farming Academy et l'expérimentation, de bouteilles en papier, qu'on peut voir, ici. Hop. Hem, donc l'intérêt pour la richesse locale, témoigne de l'importance du local. Donc au Mm. final, ça, je pense que pour le coup, on est beaucoup plus dedans en France. Autant le côté expand reality ou appartenance collective, et fandom, on est plus du côté, anglo-saxon. Autant le Mhm. côté, betterment, donc amélioration et bien-être et durabilité, et sourcing de qualité. Là, pour le coup, j'ai l'impression directement de passer dans le terroir français. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en termes de trend, ça reflète beaucoup plus, ce qu'on peut voir au jour le jour sur le terrain, quoi. Voilà, je pense que c'est le reflet d'une tendance globale, tu vois. Et le côté que finalement, si tu ne le fais pas, ça se voit. Enfin, tu vois, si tu n'as pas intégré toutes ces contraintes par toi-même dans tes process et tout, les gens le voient maintenant. Ils se posent la question. Euh, donc, je pense qu'il y a un côté un peu contraint aussi pour certains. Et après, il y a comment certaines marques activent le levier communication RP sur ces sujets-là, plus ou moins, quoi. Mais dans tous les cas, oui, il n'y a plus une distillerie qui s'ouvre sans qu'il y ait, on ait une réflexion sur comment on Une action va, sociétale, comment on quoi. va économiser, ouais, le côté RSE, comment on va, enfin oui, RSE globalement, tu vois. D'une part, comment on va limiter nos déchets, comment on va recycler ce qu'on a, comment on va faire que nos salariés se sentent mieux. euh, et voilà. Et finalement, si tu coches pas cette case aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit, et puis pour moi, c'est la case prioritaire. Enfin, en tant que brand manager, marketeur, pour moi, c'est la base d'une plateforme de marque, de la raison d'être, Mm. quoi. Pourquoi tu fais ça au-delà de gagner de l'argent et d'être dans ce Ouais. business-là? Faut qu'il y ait une idée clé, une idée phare qui te définisse, qui définisse ton ADN, tes actions au jour le jour, et tout ça chapeauté autour de valeurs que tu partages avec tes associés, tes employés, tes partenaires. Tout ça mis ensemble, ça donne une belle entreprise et un beau projet. Donc, on ne peut pas enlever ça de l'équation. Pour moi, c'est le point fondamental d'entrée ou de création Euh, même de la marque. Bah, je pense qu'avant, c'était vu comme une contrainte, essentiellement une contrainte, et maintenant, c'est devenu une opportunité. Parce que, en fait, quand bien même ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, en fait, ça a un impact positif globalement sur ton image, sur, je sais pas, ta marque employeur, et potentiellement, in fine, sur tes ventes aussi. Donc, ce qui pouvait être vécu juste comme une contrainte à un moment,
devient une opportunité finalement, ou quand bien même tu serais un sceptique ou t'adhères pas forcément à tout, bah tu le fais parce qu'en fait, in fine, ça te profite. Voilà. Un Oui, peu bah, cynique, mais un peu cynique, mais dans tous les cas, le but, c'est quand même de gagner sa vie avec sa passion. Donc ouais, il bien il sûr. faut arriver à, mais ça reflète aussi totalement le monde d'aujourd'hui en 2025. Quand on va sur une plateforme de crowdfunding, n'importe laquelle, on voit bien que la nouvelle génération qui arrive et qui lance des marques, se base, directement sur le côté durable, le côté, un Mm. peu sauver la planète et faire les choses, de manière éco-consciente et voilà quoi. C'est dans la tête de tout le monde, donc Bah, ça c'est devient la norme et tant mieux. oui, c'est en gros, de base, tu réponds aux éventuelles très certainement aux questions que tu auras si tu n'y réponds pas de suite. Voilà. Si de facto dans ton crowdfunding, tu dis pas ah et voilà comment on a pensé le projet pour que ça soit plus éco-friendly, ceci, cela, si tu le fais pas, les gens vont te le demander. Donc autant résoudre le problème à la racine, quoi. Mmh. C'est clair. Donc, voilà en gros comment on peut résumer de manière, assez grossière le rapport, de Diageo et en même temps, j'ai l'impression que ça sert pas énormément de s'éterniser dessus. En tout cas, je pense qu'on vous aura, sauvé peut-être, 2 heures de lecture pour arriver, à une conclusion, pas forcément plus, folle que ce Bah, qu'on vient de vous faire depuis le début de l'épisode. je pense que c'est un Mmh. rapport qui est plus sociétal, qui dit un peu voilà des tendances un peu globales. Et voilà comment nous, en tant que groupe spiritueux, on coche certaines cases de ce truc. Mmh. Euh, mais je pense qu'il y a une distinction à faire avec est-ce que c'est pas les tendances spiritueuses quoi, qui en ressortent vraiment. Enfin, mis à part peut-être le volet zebra stripping qu'on a vu avant. Ouais, pour moi, c'est Tu le vois, truc le bon, le plus côté. actionnable, en tout cas, niveau marque et acteurs de la boisson qui nous écoutent aujourd'hui. Heu, voilà, comment penser le futur et comment créer des nouvelles choses et comment surfer sur les tendances. Après, avant de passer sur nos axes, à nous, j'aurais peut-être Mhm, aimé, faire juste, hem, être un sniper de de petites punchlines que j'ai pu voir par-ci par-là. Alors ça sera pas des blagues, hein, ça sera quand même des punchlines d'insight, tendance, et peut-être tu réagis en fonction. Donc on se fait ça peut-être pendant ok, 5 minutes et puis après on passe sur vraiment nos axes à nous. ça marche. Donc d'une manière générale tout au long de l'année 2024 et pour avoir lu aussi tes multiples, newsletters, on a un marché mondial du whisky qui est évalué à 72 milliards de dollars. Le gin, projette de croître de 5,4 entre 2025 et 2030, donc il y a toujours une hausse du gin. Le marché du rhum, il va atteindre, enfin il est attendu qu'il atteigne, dans les 19 milliards en 2029. Il y a aussi une Mhm. croissance continue de la tequila premium, des inquiétudes concernant une potentielle crise du whisky lock, due à la baisse des exportations et de la surproduction. Est-ce que tu as peut-être un insight déjà sur ces éléments-là? Alors, tu parlais de sniper, tu vois, moi ça me fait réagir à un truc. Juste là, ces derniers jours, je voyais pas mal de gens sur LinkedIn dans l'univers sans alcool qui étaient tout contents de voir des chiffres. Je crois que le marché du sans-alcool était de 2 milliards. Et voilà, et quand tu mets ça en perspective en disant ah tiens, le marché du whisky c'est 72 milliards, le marché, je sais pas, t'as dit le marché du rhum ou du gin c'est je sais pas combien de dizaines de milliards aussi. C'est, ça fait relativiser aussi le, le poids du sans-alcool. Ouais, et quand on parle de Bref, sans-alcool, à ce voilà. niveau-là, on parle du sans-alcool dans le milieu d'alcool. On parle pas, des eaux minérales et pétillantes, quoi. Oui, 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 on parle des alternatives. Mmh. Voilà. Et en plus, si on parle de mon domaine plus spécifiquement, faut savoir que dans les potentiels 2 milliards, en grande partie, c'est la bière sans alcool qui drive le tout. Donc, Mmh. c'est-à-dire que tu parlais des gens qui se lancent finalement dans le sans-alcool. Ça reste assez anecdotique, je pense encore, même si c'est indéniable et qu'il y a une tendance plus de fond et dont on va parler après.
carrément. Et sur le Mais whisky voilà, bon, lock? euh, t'avoue, j'ai pas forcément d'insight là-dessus. Ok. Je pense que c'est des vagues. Euh, Mais en donc parlant de voilà, vagues, il parle du boom du bourbon américain qui commence potentiellement à s'essouffler. Bon, je t'avoue, n'étant pas en Amérique et ne buvant pas forcément de bourbon, je suis passé un petit peu outre ça. Il y a une rumeur sur un Bah, possible ralentissement du marché de la tequila aussi vers la fin d'année, donc c'est-à-dire maintenant, parce qu'il y a eu un énorme boom. Donc forcément, c'est comme tu dis, c'est comme la bourse, ça va, ça vient. oui, bah, en gros, les trucs, c'est qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Typiquement, dans le whisky, moi, je sais que dans mes quotidiennes, je relayais toutes les semaines des trucs sur des projets à X millions de dollars de distillerie, des expansions. Là, tu as Buffalo Trace qui a bouclé une extension à 1,2 milliard, tu vois, pour multiplier par 150% ses capacités de production. Là, ils ont lancé ça en 2015, je crois. Ils ont bouclé là en début d'année. Euh, donc il y a plein d'investissements. Et forcément, à un moment, il y a un petit embouteillage, je pense. Mais ça se consolide et puis ça se normalise. Et puis voilà, enfin voilà, après, il y a beaucoup de création de marques. Donc forcément, après avoir. Enfin, je pense oui. Enfin, je lisais un truc de Dave Broom il y a quelques mois, mais qui parlait de Whisky Lock. Je sais pas, il y a 30 ans, tu vois, aussi, il y a 40 ans, on en parlait, tu vois, et depuis, le secteur a aussi explosé. Donc, Et pour toi, est-ce que donc tu relayes dans tes newsletters là, qu'est-ce que tu verrais comme le produit phare ou le produit dont tout le monde parle aujourd'hui, enfin en termes de catégorie, est-ce que tu en vois plus certains que d'autres? bah, peut-être moins que les années d'avant. J'ai l'impression que, j'ai l'impression que tout le monde un peu. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à m'y retrouver parce que j'ai l'impression que tout le monde prêche pour sa paroisse. D'un côté, on te dit que le gin, ça marche bien, malgré d'autres messages qui disent que ça marche moins bien. Les gens qui sont dans le rhum te disent que le rhum, c'est un truc de dingue. Le whisky, on te dit que ça ralentit, mais en même temps, le whisky, c'est quand même énorme. Euh, C'est plutôt t'as alcool le... versus sans alcool, plutôt que les catégories d'alcool entre elles, quoi, dans l'idée Peut-être, générale. oui. Et encore, tout est relatif, tu vois, quand Mmh. c'est pas les mêmes tailles de marché aussi, donc forcément. Et puis il y a aussi un distinguo à faire entre ce qu'on peut voir sur les marchés anglo-saxons, américains notamment, et ce qu'on voit en Europe. Parce que typiquement, euh, la tequila, mettons, c'est un truc de dingue aux États-Unis, et maintenant, ça a ralenti parce que ça a été inondé, quoi. Et là, j'avais un truc, je t'ai envoyé un lien, c'était euh, sur le fait qu'il y a quasiment aujourd'hui autant de stocks de tequila qu'il n'y a que la production annuelle de tequila. Donc il va falloir les couler, les prix de l'agave baissent, tu vois. Alors qu'il y a un an, on parlait, ah tiens, il va y avoir une pénurie d'agave. Euh, donc il y a un goulot d'étranglement peut-être à ce niveau-là sur le marché nord-américain. Mais en même temps, bah, ça part vers l'Europe maintenant. Euh, Tu vois, Teremana, la tequila Dwayne de Johnson. The Rock, elle va arriver en France cette année, tu vois, elle sera même distribuée en grande distribution. Donc, peut-être ça bloque là-bas et puis ça va peut-être décoller ici. Euh, Ouais, c'est intéressant. Ah, donc moi, au fil des ans, j'ai tendance à tout prendre de manière très relative. Euh, Ça va, ça vient, quoi. Et puis en fait, selon les sources que tu prends, c'est- tu sais plus qui croire, quoi. ouais, c'est intéressant. Pour Donc je poursuivre ce j'aurais côté, pas de catégorie. En tout cas, c'est pas les hard seltzer, voilà. ça c'est sûr. Pour poursuivre dans l'axe sniper, je te propose des tendances générales comme ça en 2025. Tu me dis si tu es d'accord ou pas d'accord. Mhm. Renforcement de la premiumisation dans toutes les catégories de spiritueux. Probablement d'accord, oui. Je t'ai envoyé un lien là que j'avais vu là, en fin d'année. C'était typiquement le fait que Diageo lance une, carrément comment on appelle ça? Enfin, comment, oh, bref, une sous-section dans le groupe dédiée aux marques de luxe. Ok. Donc ça va même au-delà de la premiumisation, c'est le luxe.
Tu vois, les marques de cognac qui développent vachement l'image luxe aussi. Tu as l'impression ils vendent même plus du cognac, ils vendent des beaux flacons, des bijoux, des trucs à collectionner. Euh, voilà, tu as le marché des enchères. Le marché des enchères aussi, tu vois, ça a un peu ralenti dernièrement, mais en même temps, il y a beaucoup de, de spéculation. Il y en a peut-être eu un peu trop, mais donc peut-être tout ça un peu converge entre on boit moins, mais on boit mieux, ou alors on ne boit plus, mais on collectionne les bouteilles, j'en sais rien, tu vois. Mm. Bon, en tout cas, on va dire que ça polarise. Voilà, c'est peut-être ça le truc. Après, il y a aussi un gap entre premiumisation et produits super premium. Enfin, je sais pas à combien de niveaux de super on s'arrête, à part Super Potion. Combien de niveaux on s'arrête. Il y a quoi? Il y a premium, super premium, super super premium, méga Bah, rare t'as premium. ultra premium. Donc, je sais pas à partir de quand on arrive sur des produits à 10 000 balles la Bah là, en bouteille, voire gros, c'est, plus. on va Mais dire, c'est probablement au-delà de 100 $. La bouteille, c'est considéré comme déjà du luxe, quoi. ok. Enfin bon. Mais après, il n'y a pas de limite, quoi. Et pour le coup, avec l'arrivée de l'IA à toutes les sauces, on entend beaucoup moins parler des initiatives Web3, des NFT de fût de Bourbon. Enfin, tout ça, c'est un petit peu tassé, selon toi, ou c'est quand même d'actu encore? Ah, je pense, oui, ça c'est. Enfin, il y a toujours des initiatives, mais elles ont plus du tout l'écho qu'elles avaient avant. Ça intéresse, je pense, moins les gens. Je pense les gens aussi, il y a un problème de confiance potentiellement, vu que tu vois des trucs qui, d'un coup, c'est l'euphorie et puis le lendemain, ça vaut plus rien. Tu as peut-être une problématique aussi sur des boîtes d'investissement dans des fûts de whisky qui sont probablement pour la plupart des scams, quoi, qui sont incapables, qui te font des promesses mais qui sont pas tenables dans tous les cas. Euh, donc voilà, non, et puis le Web3, oui. Je sais pas, je pense qu'on est passé au-delà, quoi, tu vois. Ouais, C'est, non, c'est sûr. Bah, depuis l'IA, de toute façon, ça a tout bouleversé. oui, voilà. Ben, enfin, il y a des convergences, tu vois. Bon, j'ai pas toutes mes idées en ordre là-dessus, mais tout ce que fait Meta, tu vois, du multivers, du métavers et tout. Et puis en fait, mais l'IA remet tout ça remet un peu ça au goût du jour, mais d'une autre manière, vu que pour développer de l'IA, maintenant, on en est à développer des mondes virtuels pour pouvoir créer de la data pour nourrir l'IA, tu vois. Donc voilà, Ouais. ça c'est repackagé, on va dire. Ok. Bon, en tout cas, on revient un petit peu au spiritueux. La Ouais. durabilité et les emballages éco-responsables gagnent en importance. Est-ce que toi, tu as pu publier ou relayer ce genre d'informations sur des bouteilles en papier, des Bah, initiatives éco? il y a bouteille en papier, mais finalement, tout ça, tout ce que j'ai pu voir passer, c'était à chaque fois des pilotes, des tests, où tu as des RP sur le fait, on fait un test et il y a rarement un suivi. Tu vois, les bouteilles papier de, je sais pas, de Johnny Walker, de Absolute Vodka que j'ai pu relayer il y a maintenant 2, voire même 3 ans. Même 2020, euh, ouais, j'ai l'impression que c'est voilà, vieux. où ça en est aujourd'hui. Entre-temps, tu as eu des essais aussi sur les bouteilles en aluminium. Tu parlais de Bélez tout à l'heure, ils ont fait ça. Euh, mais ils font des tests et puis c'est avec 1000 bouteilles potentiellement. Et Hmm. puis, mais du coup, je vois passer les trucs. Mais je réalise que je vois jamais après OK, qu'est-ce qu'on en a fait? Il n'y a pas de En bouteilles en France, papier dans les rayons, quoi, au final. alors il y a quand même si, il y a une marque, qui est d'ailleurs est en grande surface, une marque de jeans qui fait ça là, avec les bouteilles Frugal Pack. D'accord? Tu as peut-être même un jean chez Lidl qui est potentiellement dispo avec une bouteille. Alors c'est papier, mais tu sais, il y a une sous-couche en dessous, quand même pour l'étanchéité. Mais c'est Frugal Pack, le fabricant de ces Hmm. bouteilles. On peut voir à l'écran, là, si vous nous Ça, suivez. ah voilà. Bah ça, t'en vois quelques-unes, mais ça fait moins ça fait moins de RP en tout cas. Peut-être que soit c'est juste normal, soit les gens peut-être ils sont un peu, je sais pas, ils adhèrent pas, je sais pas. En France, t'as A de Fussigny qui teste des bouteilles en PET avec des fibres recyclées j'ai plus en tête les matériaux, mais Hmm. tu as des initiatives maintenant.
Le problème, c'est que tu vois, d'un côté, tu as ça, de l'autre côté, on parlait de premiumisation à un côté. Enfin, tu vois, c'est un peu Ouais, comment avec des tu fais, souffleurs de verre qui font les... On est loin, on est voilà, dans deux mondes différents. Et là, clairement, quand comment tu tu vois ton fais produit... cohabiter ça, quoi. Là, si tu vois Ouais, la frugal bottle, là, quand ouais. donc tu la presses pour au final la disloquer et à l'intérieur, tu vois vraiment bah, le bib, quoi. C'est un bag in Mm. box, en fait. C'est comme si c'était Ouais, ouais. pour le coup, un alcool ou un vin dans un Après, je pense bag in box, ouais. Du coup, c'est le, pas du tout sexy. La fin de vie de la bouteille, non. c'est pas un truc de collection. Et du coup, là, je viens de me rendre compte, ça dévalue grave Puis surtout, elles sont le toutes produit, quoi. pareilles, quoi. Mm. Peu importe la marque, c'est la même bouteille. Même Euh, bouteille, mais là, le design, il peut être beau. Bon, il y a tout un travail de design, de branding autour de ces bouteilles. Mais c'est sûr, en termes de différenciation, bon, ça se veut c'est éco-responsable, un... mais c'est complexe quand même. Pour la perception du consommateur, te dire qu'une bouteille qui va coûter, bah, j'espère pas plus de 30 ou bah, quoi, enfin, va c'est finir pour comme ça que ça, je suis c'est... étonné qu'il n'y ait pas de plus de communication. Mm. Parce qu'en fait, si on t'explique le pourquoi du comment et que le fait que la bouteille, elle pèse, je sais pas, je crois que ça pèse 85 grammes ou quelque chose comme ça, versus potentiellement 400, 500 grammes sur une bouteille en verre, euh, en fait, de manière très rationnelle, ça a plein d'intérêts, quoi. Ouais. Euh, donc, mais du coup, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus de com pour les marques qui adoptent ça et qui feraient vraiment. Enfin, je sais pas, moi, si j'adoptais ça, je crois que je ferais je bombarderais de messages pour dire, regardez, enfin, c'est peut-être un peu pas très joli, mais enfin, ça va au-delà, Bah, quoi. il faut Ça que a du sens. l'innovation touche les partenaires ou les gens qui l'achètent directement. Enfin, il faut qu'il y ait vraiment un switch et une prise de conscience et pas que ce soit juste une innovation parmi tant d'autres. Il faut que ça. C'est comme quand l'iPad est sorti il y a 15 ans et que personne n'en a voulu, quoi. Enfin, c'était juste pas le bon timing, pas le bon moment. Donc, euh, donc bon. Mais par contre, il y a un truc qui, je pense, se développe beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus visible. Alors, peut-être pas des consommateurs, mais c'est derrière, au côté bar, des bars qui achètent des bibs, justement, et qui remplissent des bouteilles. Comme ça, ils ont les belles bouteilles qui font face aux clients. Hmm. Mais en coulisses, ils remplissent avec des bibs, quoi, plutôt que de recommander des bouteilles et jeter du verre à Ouais. chaque fois. Ça, c'est une très bonne idée Ou pour avec le des coup. poches, tu vois. Ça, le client le voit pas forcément, mais ça a un sens de Ouais. fou pour les bars qui économisent, voilà. Tu as EcoSpirit, c'est pareil, un autre système qui, lui, communique pas mal pour le coup, qui fait beaucoup de partenariats avec tous les gros groupes, qui développe son truc, Hmm. qui l'étend aux États-Unis maintenant. Bah, t'avais Un Absolute système Vodka de... aussi, qui Ouais, avait lancé une bouteille composée à 60% de verre recyclé oui. et qui continue. Et, mais il y a quelques Et bouteilles en puis, papier quand bah même ça, il y a... chez Avalen Calvados, Greenhalgh Gin, Ouais. Old Mais après, Beach. en fait, c'est peut-être un peu plus anecdotique ça, parce qu'en fait, ce qui se passe beaucoup plus, par contre, c'est que beaucoup de marques refont leur même bouteille en verre, mais plus fine, plus légère. Hmm. Voilà. T'as Planterre qui a fait ça, t'as Brockman's Gin qui a fait ça, t'as Absolute Vodka, je crois aussi. T'as quoi? T'as Monkey 47 avec leur Slow Gin, pareil, ils ont communiqué sur une bouteille plus légère. Enfin, tu vois, toi, visuellement, c'est la même bouteille en verre, mais en fait, ils ont retravaillé le truc pour qu'elle soit plus légère et que dans le transport, ça soit plus économique aussi. Ouais, et l'impact aussi environnemental. Et Mais puis tu as les mais étiquettes biodégradables aussi qui peuvent rentrer ouais, dans ce côté éco-responsable. oui. Là, c'est Ça, intéressant. je vois moins de com dessus, mais Hmm. après, c'est intéressant, c'est Ça que coûte si cher. on communique pas trop dessus, c'est que finalement, en fait, ça va de soi, tu vois. C'est même plus un argument, c'est juste on le fait parce que c'est bien, c'est positif. Et Ouais. en termes d'étiquette, je pense à Valen qui fait, mais depuis le début, des étiquettes en pulpe avec la pulpe des pommes qui sont utilisées pour son calvados, quoi. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Euh, En tout cas, ne Enfin, il dites y a plus des dans trucs votre comme ça. marketing que vous faites un produit de qualité. C'est- Parce que Ah, forcément, voilà, ça va dans le sens de ce que tu disais, bah j'espère. j'espère, de base, quoi. Euh, du coup, je continue rapidement le sniper et puis après on passe à la suite. Le mouvement Sober Curious et l'accent sur la santé et le bien-être s'intensifie. Bon, bah ça, voilà, pas de doute. En plus, en plein dry January. Les distilleries Oui, bah ça, je sais pas. Oui, on déroule après ça, oui.
Ouais, sauf si tu as vraiment un truc, envie de dire un truc là-dessus, peut-être tu peux pas Non, t'en non, empêcher mais sur bah, les c'est après là. Non, non. OK, Oui, ça, je pense, oui. Il y a ouais. rien à dire, il y a quelque chose. Les distilleries artisanales continuent d'innover avec des saveurs et des méthodes de production uniques. Ouais. Je sais pas, c'est un Voilà, peu creux c'est creux. comme, Heu, comme phrase. les événements immersifs et expérientiels autour de la consommation, gagnent du terrain, donc toujours des idées de RP ou marketing ou de lancement. Voilà. Mais Hem, moins possible en France, pour le coup. voilà, toujours. Voilà. Les consommateurs exigent plus de transparence et de valeur des marques. Heu, Ça, toujours pareil, les Bon. consommateurs, est-ce qu'ils exigent vraiment énormément de choses ou est-ce que, ils ont la flemme quand ils achètent un truc en rayon et ils repartent vite, en espérant qu'il y ait pas de monde à la caisse? Enfin, tu vois, il y a toujours, Je ce pense, que les gens je attendent pense que et les consos l'exigent pas proactivement, mais potentiellement, peut-être que quand ils ont le choix à deux offres équivalentes, enfin, tu vois, je me dis, si je suis dans le rayon, là, j'ai deux jeans au même prix et il y en a un, il y a la bouteille en papier, tu vois, peut-être je me dis, ah bah tiens, je vais prendre celui-là, tu vois. selon Mais tes j'ai valeurs pas, et ton moment de consommation et mais j'ai pas exigé qu'il fasse une bouteille en papier, tu vois. ouais. Ah bah, c'est ça, hein, c'est Voilà. tous les tout le bullshit qui peut Ou- tourner autour de ce genre de Mais données. la transparence, oui, toujours, dans tous les cas, Mais oui, c'est sûr. ça n'est que positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'essor des produits sessionable, pour une consommation modérée et prolongée. C'est marrant ce côté, sessionable, ça me fait penser aux session, tu sais, ces bières, qui Mhm. sont light en alcool, Ouais, qui mais ont c'est été ça, appelées je crois, comme le ça terme, pour, ouais. ouais, ça a été appelé comme ça, en gros pour faire plusieurs sessions en bar, quoi. Une session, c'est une tournée Mhm. et en gros, l'idée d'une bière session, c'est, qu'elle soit light et qu'on puisse enchaîner plusieurs tournées avant d'être un peu trop alcoolisé. Donc c'est de Voilà, là que vient ce terme. Heu, c'est l'alternative au vodka Red Bull. ouais, c'est ça. Donc l'essor des produits au final, un petit peu, low ABV, hein, c'est ça, que ça veut dire concrètement. Oui. Parce qu'on parle toujours du sans alcool. Est-ce que pour le coup, tu as vu beaucoup de choses passer sur le low alcool? Sur le fait que ça soit faible, en faible teneur d'alcool? Un peu moins que les années d'avant, mais c'est là, je pense. Et puis après, on mixe toujours, souvent no et low. Alors, des fois à tort, parce que Mmh, en réalité, quand on dit low et no low, c'est juste qu'il y a des produits sans alcool, ou presque sans alcool, qui sont là-dedans, parce qu'ils font en fait 0,5% d'alcool et tout, et du coup, c'est catalogué en low, tu vois. Donc, ouais. c'est un terme un peu ambigu, en fait. Mais moi, tu vois, il y a quelques années, il y avait genre, je sais pas, des marques de vodka qui sortaient des versions à 20%, genre de choses. Ça, je le vois plus pour le coup. Ouais, pareil, je vois moins, beaucoup moins. Ou alors en tout cas pas Donc, dans notre marché français, mais voilà. ouais. Mais c'est peut-être ça dans le sens de ce que je te disais avant, une espèce de polarisation où d'un côté on fait des trucs sans, ou alors on te fait des trucs au contraire high ABV, tu vois. Mmh, carrément. Ou alors c'est peut-être une manière, pour, les marques sans alcool pour arriver progressivement à l'alcool. Bon là typiquement, ouais, ça je penserais aux hard seltzer ou aux marques comme, YOLO par exemple qui font, bah, des pétillants faiblement alcoolisés à 4,5 quoi et on n'est pas dans la bière, on n'est pas dans le spiritueux, on n'est pas dans le cocktail, on est un peu un mix entre tout ça et potentiellement, elles vont faire une option, soit sans alcool, soit encore plus alcoolisée ou comme l'ont fait, Féfé aussi au final, Ouais. donc Mais je pense que c'est un peu du. Il y a plein de marques qui testent des choses en fait. Elles testent et voilà. Et probablement qu'en fait, quand tu fais une, je sais pas, vodka avec des guillemets, parce que c'en est pas, mais à 20%, tu réalises que ça intéresse pas les gens, tu vois. Soit ils font un truc beaucoup moins, soit ils prennent la vraie vodka et puis basta, quoi. Euh, donc voilà. intéressant. Bah, Bon. peut-être que l'avenir nous le montrera, que tous ces tests pendant, ces années entre 2020 et 2030 n'ont servi à rien et qu'on revient, à l'ancienne. Bon allez, je continue. La croissance démographique mondiale augmente la demande en spiritueux. C'est intéressant ça. Bon.
J'ai envie de dire, c'est peut-être juste mécanique et mathématique, quoi. Ouais, mais se dire, pour les marques qui nous écoutent, de penser à 2030, au fait que, la Gen Z est déjà majeure, mais que la Gen Alpha, ils sont peut-être plus nombreux, ils seront majeurs d'ici 5 ans. Donc du coup, comment arriver à aller attirer cette cible-là? Avec quel produit? Avec quel, taux d'alcool? Avec ou sans alcool? Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une donnée intéressante. Après, on va pas disserter 1000 ans dessus, mais, Bah, après aussi, ces générations, quand elles grandissent, est-ce qu'elles grandissent avec l'idée que l'alcool, c'est cool ou est-ce qu'elles grandissent avec l'idée, que c'est mauvais pour la santé? mmh. Donc, s'ils sont plus nombreux, mais qu'ils ils grandissent dans un monde où on leur dit que c'est mal et tout, bah, en fait, ça fera pas avancer, ton ton business, quoi. C'est clair. Mais bon, en tout cas, je trouve ça ouais, je trouve le prisme est intéressant parce que si tu penses à ça et si tu vois toutes les études qui prouvent que les jeunes s'intéressent plus à l'alcool ou beaucoup moins, bah, alors est-ce que les marques d'aujourd'hui, en réfléchissant à leur avenir, ne penseraient pas directement, à propulser, être leader du côté de sans alcool, quoi? Mais bon, il y a toujours des gens qui seront fans de faire des spiritueux et tant mieux pour nous. Parce qu'on adore ça. J'arrête le côté, sniper et là on va Ouais. passer plus sur, d'autres axes, qu'on a pu voir ensemble. Heu, un premier étant la néo-prohibition, qu'on pourrait qualifier comme ça, de néo-prohibition, Mmh. et au final de l'image de l'alcool dans la société, de la baisse de conso et tout. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Bah, ça, c'est vraiment un truc qui est assez récurrent, je pense, sur 2024 et qui est peut-être dont je pense potentiellement peut s'intensifier en 2025. C'est tout l'aspect de comment l'image qu'a l'alcool et les spiritueux globalement dans la société. À savoir que l'OMS a mis à jour ses recommandations, enfin, en communiquant sur le fait qu'il y a absolument aucune quantité d'alcool qui est bonne pour la santé, contrairement à des messages qu'on pouvait avoir avant. Il y a, je sais pas, il y a 2 ans maintenant, tu avais le Canada qui avait, qui avait peut-être des recommandations gouvernementales du type 2 verres, je sais pas, enfin 2 verres par jour, quelque chose comme ça. Et ils sont passés à ce discours de l'OMS à c'est 0 aujourd'hui. Mmh. Là, plus récemment, en novembre, tu as la Finlande qui est pareil, qui était, je crois, à 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre par jour pour les femmes, tu vois, dans leurs recommandations, entre guillemets, gouvernementales, qui est passé à 0 aussi. Euh, tu plein, enfin voilà, et puis de l'autre côté, des gens qui rebondissent là-dessus et qui voudraient carrément euh, interdire l'alcool, ou alors aux États-Unis, là, tout récemment, tu as alors, merde, j'ai oublié le terme, mais en gros, le médecin chef des États-Unis qui a, qui a fait un rapport dans lequel il recommanderait de mettre maintenant des avertissements sur le cancer, sur les étiquetages d'alcool, tu vois. Ah OK, ouais, on y est. Euh, donc on est là-dessus. Tu Mmh. as, l'Irlande qui pousse, qui va adopter aussi des étiquetages beaucoup plus vénères à ce niveau-là. Quand bien même au niveau européen, ils ne pourraient pas le faire, bah, ils vont le faire quand même, visiblement. Euh, donc tu as, plein de choses un peu comme ça qui convergent. De l'autre côté, tu as une poussée de toutes les marques d'alternatives qui forcément vendent leurs trucs, euh, font écho à tout ça. Qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai dû t'envoyer plein de trucs là-dessus. Mais aussi une perception, bah tiens, le graphique que tu montrais juste avant, euh, c'est l'idée aussi de comment, dans le temps, a évolué le fait que les gens maintenant. Alors, attends, c'est le bon graphique, ça. Bon, je vois pas bien, désolé. Mais c'est celui sur le Dry January, celui-là. Ouais. Est-ce que c'est, Ok. ouais, c'est ça. American Oui, increasingly voilà, thinks c'était celui-là. drinking in moderate. Ouais. Voilà, comme en l'image où tu vois que maintenant, plus de gens considèrent vraiment que l'alcool est mauvais pour la santé, là où c'était un peu moins le cas, mais on voit que ça a décollé vraiment ces dernières années. Euh, donc voilà, il y a vraiment une image, tu vois, les jeunes qui font du zebra stripping, qui
ont une autre image de l'alcool. Euh, et voilà, donc il y a tout plein de choses qui convergent un peu dans ce sens-là. Si je reprends un peu mes notes, tiens. Et tu parlais de baisse de consommation aussi, du coup. Parce que d'un côté, tu as peut-être Oui, des lobbying qui promeut ça et le côté du sans-alcool qui est en plein ouais. essor. De l'autre, peut-être, du coup, en comparaison, enfin, c'est une circonstance qui fait sens, que baisse de Oui, là, conso j'ai. générale. Ouais, du coup, le graphique qu'il y avait avant, c'était de se dire aussi qu'il visiblement, il y aurait un plus grand intérêt pour le Dry January cette année qu'auparavant, Mhm. avec plus de gens qui se déclarent en tout cas vouloir y participer. Tu as un truc, alors celui-là, il m'a vraiment fait tic, c'est sur le. Tu as une drogue, enfin une drogue aux États-Unis, un médicament contre le diabète, il me semble, qui s'appelle l'Ozempic. Et en fait, dont on a découvert euh, qu'un de ses effets secondaires, c'était aussi comme euh, il te donnait moins d'appétit, bah, ça pouvait lutter contre l'obésité potentiellement. Et il me semble que d'ailleurs, ça commence à. Alors, il n'y a pas vraiment de test, mais que c'est potentiellement prescrit aussi pour ça. Mais au-delà d'être un peu un coupe-faim, ce médicament pourrait aussi euh, euh, réduire tes envies d'alcool. Est-ce que c'est celui-là, là? Le Ozempic C'est Fuels Ozempic, ouais, Ouais, ok. exactement. Et du coup, ce truc, aux US, ça fait un boom de dingue, parce que c'est genre le médicament potentiellement miracle si toutes les études peut-être s'avèrent justes pour guérir finalement l'obésité aux États-Unis et dans le monde. Et au-delà, ça pourrait même être potentiellement un jour prescrit pour lutter contre l'alcoolisme Mhm. Ok. ou réduire tes envies d'alcool. Et si bien qu'il y a l'article là que tu montres montre un rapport en fait d'un gros investisseur de hedge fund britannique qui a, qui a visiblement vendu toutes ses actions Diageo cette année, justement parce il anticipe le fait que ce médicament pourrait vraiment avoir un impact business sur tout le secteur des spiritueux. Euh, Enfin voilà, qui fait tout va décliner, quoi. Ok. Donc voilà, enfin ouais, je t'ai bombardé de liens un Ouais, il peu y a pas mal de liens, il qui faut vont arriver à tous la... dans. Donc ça, c'est sur le fait d'ajouter une notion sur les cancers, sur les étiquettes, et ça vient d'en haut, quoi. Hmm. Tu vois, c'est comment on appelle ça? Médecin-chef Le chief, voilà, médecin-chef. des États-Unis. Ouais. Euh, Ouais, et puis tu Donc tu l'as vois, enfin relayé, et voilà. on en a parlé déjà un petit peu, ouais, des différentes lois qui pouvaient menacer les spiritueux. Et des fois, tu me dis même en off, tu penses que d'ici 2050, ça ressemblera à des paquets de cigarettes, les packaging Alors, d'alcool, quoi. j'en sais rien, tu vois, enfin, je sais pas, moi, je crois rien là pour le coup, mais je pense que c'est quand tu mets tout ça bout à bout et que tu vois tout ça, enfin, et puis globalement, la baisse de la conso, effectivement, tu vois, t'as souvent, tu vois passer des trucs qui te montrent combien le vin, notamment, la consommation de vin a baissé en France euh, depuis les années 60. C'est un truc de dingue. Hmm. Tout ça mis bout à bout, tu te dis, oulala. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui veulent créer une marque de spiritueux aujourd'hui et qui nous regardent. Euh, ça peut, ça peut quand même te foutre un Ouais, ça sacré fout les froid, boules. quoi. Ouais, c'est clair. Où tu vois là sur ce truc Reuters, là, c'est des chiffres qui montrent qu'en fait, dans les années à venir, la croissance du monde des spiritueux va finalement être à peu près équivalente à celui du tabac, par exemple. Ouais, Donc, donc ça qui a eu baisse, mais un. est-ce que ça veut dire que c'est pas déjà énorme en soi? Parce que je pense que l'industrie du tabac, ils se font quand même toujours des couilles en or, quoi. Faut le dire. Oui, oui, mais après, alors, j'espère vraiment qu'on n'arrivera jamais à tout ce qui se fait avec le tabac sur les spiritueux, quoi. Hmm, Mais, c'est sûr. mais voilà, tu vois, quand tu vois tout ça, tu as des bonnes raisons d'être parfois assez pessimiste, quoi, sur l'industrie. Et du coup, ce terme de néo-prohibition, je le trouve très...
Bah là, c'est le côté extrême, genre de vraiment d'interdire et de diaboliser de ouf. Ouais, mais Mais je le ça, trouve très bien trouvé. Mieux que ouais, néo-hédonisme. Donc, du coup, on peut oui, mettre les deux néo à la c'est vrai. suite. Néo-hédonisme et néo-prohibition. On peut dire que ça peut être ça pour 2025. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur cet axe-là? Non, mais on peut poursuivre sur peut-être, je sais pas si c'est le suivant que tu voulais aborder, mais sur l'aspect plus économique, Protectionnisme, ouais. voilà, global, quoi. Mm. Donc voilà, donc je suis désolé hein, pour tous ceux qui nous regardent, qui, qui viennent de déposer une marque à l'INPI, mais il y a quand même plein de motifs des fois d'être pessimiste. Donc bon, on a vu tout ça sur le côté vraiment image des spies globalement. Tu as un autre truc qui nous pend au nez plus ou moins, c'est en fait comment beaucoup de pays se replient sur eux-mêmes ou se font des petites guéguerres économiques. Et notamment, tu as deux fronts aujourd'hui. Bon, déjà, bon, il y a tout le problème avec la Russie où ça a fermé, ça a fermé des marchés à plein de producteurs. Mm. Ensuite, tu as la Chine qui contre-attaque par rapport à des taxes sur les voitures électriques en Europe. Bah, eux, ils contre-attaquent en taxant notamment les brandis européens, et c'est-à-dire bah, les cognacs, les armagnacs et tout. Donc Ok. là, il y a des taxes qui ont été mises en place en octobre. Là, il y a une enquête anti-dumping qui est en cours. Enfin bref. Sachant que Et ce tout genre ça de part. catégorie de spiritueux euh, insiste vraiment, enfin en tout cas repose essentiellement sur l'export. Exactement. Ouais, ouais, donc c'est Ah bah compliqué, là, hein. en gros, aujourd'hui, tu dois avoir quelque chose comme 98% du cognac qui est exporté. Et les deux principaux marchés du cognac, ça va être la Chine et les États-Unis. Et donc, on voit que la Chine euh, bah, met en place des taxes pas possibles vis-à-vis des brandis européens, dont le cognac, dont l'armagnac. Et de l'autre côté, tu as Trump qui arrive au pouvoir et qui déclare qu'il va rétablir toutes ces taxes douanières, les tarifs qu'il avait mis en place avant pour taxer toutes les importations qui arrivent aux États-Unis. Et ça, où il a déclaré par exemple qu'il allait taxer tous les trucs canadiens et mexicains de Hmm. 25%. Donc ça veut dire Ouais. la tequila, ça veut dire que le whisky canadien. Euh, et évidemment, bah, le whisky écossais qui exporte beaucoup aux États-Unis impacté, la France qui exporte son cognac aux États-Unis potentiellement impacté. Là. Donc c'est plein de trucs à suivre. Donc tu vois que tu es un peu, tu te dis merde. J'ai j'ai relancé ma marque d'Armagnac et je peux plus commercer avec la Russie. La Chine, ça se complique. Les États-Unis, ça va se compliquer. Hmm. Tu vois? Bah, Donc, il va falloir bon. repenser local, local, quoi. Même Donc là, pour ceux qui effectivement, tu vois, exportent. c'est l'occasion de manière plus positive de un peu repenser les choses Hmm. et, et comment on marche, quoi. Et puis surtout ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi, clairement. C'est clair. Parce que, ouais, que si tu dépends vraiment de ces marchés-là, ça doit piquer sévère. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire d'autre sur le protectionnisme économique? Non, bah là, c'était les principaux, c'était les deux gros axes là. Je pense qu'il va Un peu falloir surveiller pessimiste. là sur ce début de 2025, Ouais. parce que c'est vraiment là, on est dedans, tu vois. C'est aujourd'hui quoi que ça se passe. Tu vois, Trump là, c'est ce mois de janvier. La Chine, là, l'enquête, c'est jusqu'au 5 avril, il me semble que c'est étendu. Donc on est en plein dedans dans ces problématiques. Ok. Du coup, on pourrait avoir un autre axe sur les catégories en vogue et en même temps la protection des catégories. Ouais. Du coup, en termes de catégories en vogue, est-ce que tu peux nous dire des choses intéressantes? Alors, peut-être à suivre, là, c'est tout frais aussi, là, ça tombe quasiment en même temps que l'investiture de Trump. C'est que le TTB officialise la catégorie d'American Single Malt, donc potentiellement catégorie à surveiller, parce que typiquement, j'ai vu une info passer que, par exemple, un producteur comme c'est quoi? C'est Limestone, Yellowstone, pardon. Yellowstone Whisky qui, là, en ce mois de janvier,
augmente ses exportations vers l'Europe notamment, justement un peu en réponse au fait que l'American Single Malt Whisky est officiellement une catégorie bien définie, et que du coup ils s'attendent à un boom de la catégorie maintenant. Donc ils exportent davantage. Donc à suivre, hein, ça va clairement donner probablement un petit coup de boost à ça. Parce que ce nom n'existait Qu'est-ce pas. qui... American Single Malt Whisky, c'était En pas gros, il officialisé. existait, il était utilisé, sauf qu'il n'avait pas de définition légale. N'importe qui aux États-Unis faisait un truc et disait bah, c'est de l'American Single Malt, Hmm, quoi. ok. Alors que maintenant, t'as le Tobacco Trade Bureau, là, le TTB, euh, qui, euh, qui a vraiment défini et marqué dans les textes c'est quoi la définition d'American Single Malt Whisky. Donc maintenant, c'est comme le Bourbon, c'est une vraie catégorie, quoi. Et tu ne peux pas t'appeler American Single Malt Whisky si tu ne réponds pas à un certain cahier des charges en termes de céréales utilisées, de où c'est distillé, de combien de temps, enfin dans quel type de fût, etc. Ok. Donc voilà, donc ça va protéger la catégorie, tu vois, il y aura moins de n'importe quoi. Pour les consommateurs, ça veut dire qu'au moins quand tu achèteras un American Single Malt, tu sauras à peu près, enfin mieux de quoi il s'agit. Euh, et voilà. Ok. Et un peu dans le même sens, tu as d'autres choses qui vont un peu dans le même sens. Notamment dans le rhum, typiquement, là, il y a Sainte-Lucie qui travaille sur le fait d'avoir une indication géographique. Tu as en Jamaïque, pareil, il y a différentes discussions et tout sur le fait qu'il y ait vraiment une reconnaissance en Europe de l'indication géographique du rhum de Jamaïque. Tu as Havana Club qui pousse aussi pour une reconnaissance du Niger rhum cubain. Hmm. Donc il y a aussi tout un mouvement qu'on peut observer comme ça, de plein de catégories qui veulent vraiment être reconnues vraiment légalement, quoi, avec un vrai cahier des charges et tout. Et, Euh, et qu'est-ce qu'on peut Donc, en dire de plus? Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que ça fait trop de, de catégories? Est-ce qu'il faut que ce soit non, mais reconnu? au moins ça clarifie les choses pour les consommateurs, en fait. Donc d'une part, pour les consos, bah, demain, potentiellement, tu achètes un rhum qui se dit jamaïcain ou un rhum qui se dit cubain, bah, tu sais exactement qu'est-ce que ça veut dire. Hmm. C'est pas juste du bullshit marketing. Au même titre qu'aujourd'hui, quand tu achètes un bourbon, bah, un bourbon, c'est défini. Quand tu achètes du gin, le gin, il y a une définition légale, tu fais pas n'importe quoi. Et tu vois, c'est aussi pour ça que euh, j'ai un peu cette lubie, tu vois, de dire, voilà, attention, telle marque de sans-alcool, c'est pas un gin sans alcool, parce qu'un gin, il y a une vraie question de loyauté consommateur, de quand tu appelles un truc un gin, ça veut dire quelque chose. Quand tu appelles quelque chose vodka, ça veut dire quelque chose. Hmm. Et c'est pas n'importe qui, tu vois. Sinon, voilà. Sinon, Volvic et Cristalline, demain, ils déclarent qu'ils font de la vodka sans alcool, tu vois. Ça devient le bordel. Oui, mais Donc, je pense que c'est bien de ce marché clarifier de les choses. boissons Et puis est déjà bordélique. Et je pense que ce que tu dis, c'est une rigueur qui est saine, mais qui ne va pas de pair avec le monde de la Gen Z et de la Gen Alpha, où tous les codes se bah, bousculent, où on s'en fout un petit peu des mais conséquences. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? c'est peut-être, mais je pense que c'est peut-être tout ce mouvement-là et la conséquence aussi de ça, c'est il y a un tel bordel que beaucoup se sentent obligés de devoir à un moment protéger un minimum, de fixer un cadre pour qu'à un moment, quand on communique tous les deux et qu'on dit gin, rhum de tel endroit ou quoi, et ben au moins on parle de la même chose, quoi. Hmm. Après, ceux qui sont contre les appellations, c'est tout aussi louable, c'est parce que il y a l'idée de pouvoir cultiver une forme de créativité. Tu vois, l'American Single Malt, maintenant c'est reconnu, mais alors, ça doit être une poignée, hein, mais il y a quelques producteurs qui s'en offusquent parce que ils estiment que c'est un frein à la créativité, au développement, à l'innovation. On Donc avait vu voilà, ça pour le Prosecco dans un épisode de The Bottlefield Show aussi. ouais. Ouais. Et
Et puis il y a ça pour le champagne, il y a ça pour plein de choses, mais c'est Mm. sûr que redonner des lettres de Bah, ça noblesse à fixe un un cadre. terroir, ouais, ouais, non, c'est sûr. Et ça, Tu ça met vois, en quand. exergue un terroir authentique ou peut-être qu'aussi, mine de rien, pour le no-tourisme ou le côté, Bah, ouais, le pour côté ça, touristique, ça peut être bien, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, tu vois, le cognac, c'est protégé. Et puis, ils se sont battus longtemps parce que, je sais pas, en Arménie, les mecs, ils disaient qu'ils faisaient de l'arménien de cognac, tu vois. Sauf que c'est, bon, ça crée le bazar, quoi. Hmm. Et les mecs qui disent on fait de l'arménien de cognac, finalement, ils font un espèce de hack de la notoriété du cognac pour vendre leurs produits. Euh, Enfin voilà, tu vois, champagne, bah oui, le champagne, ça vient de Champagne et puis basta. Et il y a personne. Enfin, je sais pas, tu vois, que même Apple, je sais pas si tu avais vu ça à l'époque, mais quand ils avaient fait leurs iPhones un peu rosés, là, ils avaient appelé la couleur champagne, justement. C'était des Ah ouais, iPhones couleur champagne. Bah, ils ont dû faire changer. machine arrière et ne pas appeler le truc champagne, quoi. Quand, le vin de Bordeaux est vachement protégé aussi comme ça, tu vois. Moi, j'ai une anecdote avec je sais pas, peut-être je radote hein, quand je raconte mes trucs, mais un producteur à Bordeaux de bière qui avait mis sur ses étiquettes sa bière était faite avec de l'eau de Bordeaux, ce qui était factuellement vrai, et Ouais. ben il a dû retirer cette mention. Voilà. Haute-Bordeaux? Ouais, Ah ouais, ouais, ok. Bordeaux, tu peux pas dire Bordeaux comme ça, quoi. Ok. Euh, Genre les parfum de Écossais, Bordeaux, ça passerait pas non plus, du coup. bah, je pense pas, ouais. Ok. T'es en train de mettre, de piétiner les plates-bandes du Bordeaux, quoi. Ok. Les Écossais, ils sont vachement agressifs là-dessus aussi, tu vois. Si tu peux pas appeler un truc Glen, alors que Glen, ça veut juste dire colline en anglais, tu vois. Mais Glen, c'est connoté, c'est Glen Fiddich, c'est Glen je sais pas quoi, et c'est égal whisky écossais, tu vois. Ouais. Si Ok. tu disais Glen, je sais pas, tu crées un whisky super potion et tu voulais l'appeler Glen super potion, bah tu recevrais sans doute un courrier d'avocat de la Scotch Whisky Association qui te dit non, non, non. Rien que pour voir si ça arrive, j'ai envie de tester. Ah. On verra ça. Non, ils sont très vénères là-dessus. Bon, voilà, on peut Euh, le, on peut le regretter ou l'apprécier, ça dépend, ça dépend de quel côté on se situe. et en parlant Voilà. de catégories en vogue, je crois que t'avais quelque chose sur les craft cocktails aussi. Craft cocktail, non, ça c'était bon, c'était juste peut-être sur les cocktails on tap plutôt. Oui, Euh, ouais. Mais ça fait partie C'était d'une juste catégorie de. Ouais. une news australienne qui m'avait frappé. C'est une chaîne australienne néo-zélandaise qui a 200 établissements et qui en fait a remplacé là 200 de ses tireuses par des cocktails on tap. C'est-à-dire ils ont remplacé une bière sur 5 par un cocktail à la pression. Hmm. Donc à cette échelle-là, je trouve intéressant, même si potentiellement c'est confiné à l'Australie, tout ça. Euh, mais voilà, intéressant de voir le cocktail on tap. Moi, c'est un truc qui fait un peu moins de bruit là, mais auquel je crois beaucoup parce que c'est Bah, moi, j'y toujours crois beaucoup pratique. aussi. Pour moi, c'est la seule manière de démocratiser encore plus le cocktail. En tout cas, Ah bah oui. le côté RTD. Parce que le RTD, j'ai pas Mhm. l'impression que ça fonctionne tant que ça en France. Enfin, Bah, c'est ça un fait un problème boom de de taxe en partout. France. Ouais. Mais peut-être que si les gens consommaient de manière plus habituelle au bar des cocktails comme ils Euh, consomment des bières, peut-être qu'il y aurait un peu plus mais euh, de demandes de RTD en France. mais peut-être dans ce sens, alors c'est une inno qui date d'il y a quelques années maintenant, mais je relayais ça dans Distill News là tout récemment. C'est une boîte qui s'appelle Quantum qui fait une espèce de, on va dire, comme une Nespresso mais à cocktail quoi, qui a levé 5 millions d'euros là ces derniers jours, avec le groupe SEB notamment qui est rentré au capital. Donc eux, ils font des machines à cocktail pour les cafés, hôtels et restaurants. Donc Ok. pour simplifier le process, faire des cocktails en 30 secondes, quand bien même tu n'aurais pas un bartender qualifié au comptoir, quoi. Donc voilà. Mais peut-être plus discret après. Globalement, il y a
il y a un, je sais pas, enfin, tu sens qu'il y a tout est un peu plus discret, il y a un peu moins de communication, il y a un peu, enfin, tu sens que c'est un peu dur quand même pour tout le monde là. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. OK, et en termes de du coup, de catégories en vogue, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou est-ce que tu penses qu'on peut Non, passer mais je à peux passer. Tu vois, j'évoquais juste qu'il y a la tequila qui a peut-être décollé en France là avec Teremana. Je suis curieux. mmh, Sans grande distrib, ça peut marcher. OK. Voilà. Bah, Moi en qui en dis souvent que ça marche pas trop parce qu'il n'y a pas d'offre. Bah, si l'offre se développe, on va voir. On verra si c'est ça qui bloquait ou pas. c'est clair. En parlant de Teremana, ça nous fait une transition toute trouvée sur l'essor des spiritueux de célébrité. C'est Mm. quelque chose que tu relayes beaucoup, hein, pour le coup, on peut en citer, Ouais. quelques-uns, pour remettre un petit peu, dans la tête des gens qui nous écoutent, ce qu'on pourrait avoir. Donc, bah, forcément, on a The Rock, hein, Dwayne Johnson qu'on voit là à l'écran, qui a la marque, Teremana, qui est de la tequila. On a, George Clooney, le fameux George Clooney. Alors, là, il faut que j'enlève le drink IQ à chaque fois, donc ça va me prendre du temps. Donc je vais pas le faire en direct, mais en tout cas, George Clooney qui a Casamigos, qui est de la tequila. Tu as Ryan Reynolds qui a, Aviation Gin, Ouais. qui est, bah, comme son nom l'indique, du gin. Bryan Cranston et Aaron Paul, donc les fameux de Breaking Breaking Bad, Bad, heu, ils ont un mezcal, ouais. voilà, ils ont un mezcal qui s'appelle Dos Hombres. Matthew McConaughey, qui a Long Branch, c'est un bourbon. Il est plus dans le Bourbon, lui, il a lancé sa marque de tequila qui Pants s'appelle Pantalones maintenant. Pantalones, OK. Parce qu'il me semblait que McConaughey, il avait aussi Pantalones, et Ouais. mais Le Long Brunch Bourbon, justement, il a arrêté quand il a lancé sa tequila. OK, OK, OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, Kendall Jenner qui a 818, pardon, qui est Ouais. aussi, une Une tequila. tequila. Bob Dylan, Evansdor, qui est un whisky. Metallica Black End, qui est un whisky. Ouais. Jens Sommerhalder et Paul Wesley, qui ont Brothers Band, qui est un bourbon. LeBron James, qui a Lobos, 1707, donc 1707, Ouais. qui a encore Mm. une tequila. Et puis encore, on a qui? On a McGregor, Conor McGregor, qui a Proper, Number 12, un Irish whisky. Drake, Ouais. Virginia Black, qui est un Oh, mais whisky. Il y a un bon panel il y de en a un gens, quoi. paquet. Mais tiens, pour rebondir sur Conor McGregor et tout, il y a bon, là, on va dire que globalement, le fait d'avoir un people, c'est un avantage de dingue pour vendre, quoi. Voilà. Quand bien même il y en a qui disent que peut-être ça s'essouffle un peu, qu'il y en a un peu too much et que, et que les gens se lassent, qu'ils veulent plus d'authenticité, blablabla. Euh, Je pense que quand même économiquement ça cartonne. Mais peut-être juste donner un autre angle de la médaille. Mhm. Euh, je perds mon français. Revers de la médaille, voilà. Typiquement, tu vois, sur Conor McGregor, en fait, il est plus du tout impliqué dans Proper 12 parce qu'il a eu quelques soucis judiciaires dernièrement. Donc normalement, il est plus du tout impliqué là-dedans. T'avais OK. Didi là qui était impliqué dans la vodka Ciroc. Oui, c'est Pareil, vrai. tu vois, ciao parce que Didi euh, vaut mieux s'en tenir éloigné a priori. Donc tu vois que c'est peut-être un truc c'est le genre de truc qui peuvent faire réfléchir certains entrepreneurs dans le sens où quand tu t'associes à une star, et bah quand tout roule, c'est cool. Par contre, quand tu découvres qu'il y a, il y a des trucs beaucoup plus obscurs derrière, ça peut nuire à la marque en question, quoi. Donc avec des C'est pincettes. clair. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais des données sur comment se portent des marques qui auraient pu mal tourner, genre Ciroc pour le coup, euh, comment on reprend ça Alors, sur le cas de Siroc, j'ai pas forcément de données, juste une info où là, à Noël à peu près, il y a une rumeur comme quoi Diageo chercherait à vendre la marque, justement. Hmm. Donc, probablement que tout ça n'est pas étranger à la situation, tu vois. Ouais, c'est clair. A priori, les ventes ont baissé. Après, je sais pas la corrélation exacte.
Enfin, tu vois, je serais incapable de le faire. Mais voilà, typiquement, Siroc potentiellement serait à vendre. Voilà. C'est marrant que Diageo cherche à vendre plutôt qu'à acheter. C'est déjà arrivé, tu penses, dans le passé? Ils ont déjà revendu des marques plutôt qu'acquérir des marques? Ah bah oui, oui, ils revendent régulièrement. Ok, ouais, je T'as savais pas. En fait, tu sais, ils acquièrent un truc, et puis à un moment, ils se repositionnent. Tu vois, typiquement, si, je sais pas, si leur positionnement, c'est de plus en plus vers le luxe, euh, et bah forcément, ils vont chercher à se débarrasser des marques qui sont moins porteuses de cette image-là. Tu vois, potentiellement, je sais pas, si Rock, peut-être que Diageo il y a aussi, peut-être veut revendre des marques comme Pim's, tu vois, des choses comme ça. Euh, donc voilà, c'est des repositionnements. Après, ce que je disais dans le Distillcast en décembre, c'est que finalement, je vois passer énormément d'actu sur des groupes qui revendent des marques. Et à chaque fois, c'est le justificatif, c'est pour se reconcentrer sur le portefeuille premium. Sauf qu'il y a D'accord. un autre, revers à cette médaille, c'est que si eux ils vendent, ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des gens qui visiblement ne se repositionnent pas sur leur parc premium. Hmm. Donc voilà, tout est un peu. Il faudrait créer un groupe de Donc voilà. marques cheap qui marcherait peut-être méga bien pour le coup. Mais voilà, enfin, tu vois, après, il y a des marques pas premium, type Fireball ou tu vois, des choses comme ça. Sauf que d'un point de vue business, c'est des cartons absolus, quoi. Hmm. Tu vois, ça fait de l'argent, quoi. Donc bon, c'est une question de positionnement. C'est clair. Autre chose à rajouter sur les speed célébrités ou... Non, je sais pas. Moi, je sais pas. Je demande à voir. J'ai l'impression que ça se tasse un peu, ça ralentit un peu, mais en même temps, il y en a quand tu les listes, tu te dis putain, ouais, non, il y en a. Ça ne s'arrête pas. Ouais, je crois que j'ai vu quelqu'un d'autre dernièrement. Mais en tout Euh, cas, c'est plus une rareté, quoi. Enfin, c'est plus. Tu vois, à l'époque où George Clooney fait Casamigos, bon, il a revendu depuis, mais bah, c'est pas Emilia c'était un Clarke là de peu. Game of Thrones qui a. Tu viens de relayer ça pour le coup. Ah oui, qui, qui est l'image d'une marque française d'ailleurs qui s'appelle Pegasus. Ah mais Mais qui est, Pegasus. ouais, Pegasus Ah. Distillery, qui fait une liqueur, qui fait de la vodka, du gin. Il travaille avec la reine des dragons, là. Mais drôle, c'est drôle parce qu'il m'avait Euh, contacté en 2020 ou 2021, Pegasus. ouais. Ça me fait tilt maintenant, je savais pas que c'était lui, mais ok, d'accord. Donc ouais. On va pouvoir se payer Donc Emilia Clarke, mais je serais intéressé bah écoute, du ouais. deal, du partenariat. Carrément. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que c'est une marque qui market vraiment sur les États-Unis notamment. Ok. C'est clairement. Enfin, tu vois. Bah, le segment Bah, de ce que j'en avais dans ma tête, segment, c'était vraiment ultra premium, ce qu'ils voulaient ouais. comme genre de marque. Donc, pour le coup, ça fait sens. Bah, tu vois, les pubs, tu sens vraiment le côté produit un peu parfumerie, quoi. Mm. Bah, rien que la DA de la photo, là, c'est Hmm. clair. Ok, Voilà, voilà. intéressant. Mhm. Ça Mais non, marche. rien à rajouter sur les célébrités. Je pense bon, ça marche, en tout cas, j'ai aucun doute que ça marche. Ouais, bah, de toute façon, c'est Même la s'il y en a brand beaucoup. d'influence et ouais. On parle notamment d'influenceurs enfin, de marques de célébrités et aussi de plus en plus de influenceurs, genre sur TikTok ou Insta. Le fait ça va dans l'idée de contenu de marques naturelles, authentiques, où on va chercher encore plus le nano influenceur pour faire passer des messages et des valeurs et le côté un peu proximité avec le consommateur final. J'ai vu que c'était des micro-trends dans le marketing, en tout cas, ce côté pas aller chercher la personne qui a des millions de followers, mais vraiment ceux qui en Bon, ont dans les 10 000, tu vois, c'est plutôt bien. Et d'ailleurs, on n'a bon, pas ça parlé fait de ça. quelques années, ça, mais peut-être plus dur à développer sur les SPI. En tout Ouais, cas, en France, c'est pas possible. ouais, non, c'est sûr. Et Enfin, faut d'ailleurs, te taper sur les doigts assez rapidement. en termes de réseaux sociaux, si jamais on pouvait finir là-dessus, ou peut-être pas, parce que je sais pas du coup si toi tu as Dis-moi. un insight, vu que je sais que ton Graal c'est la newsletter et que pour le coup le mien aussi, en tout cas c'est pas forcément les réseaux sociaux. Bon, je pense qu'on sera pas les meilleurs placés pour parler
de tendances réseau dans la filière spiritueux. Mais quand bien même, est-ce que tu as vu des choses passer, je sais pas, sur TikTok, Instagram, LinkedIn pour toi, il vaut mieux être sur quelle plateforme sociale? Alors là, je pense que tout dépend de tes objectifs, quoi. Ouais. Pour des trucs, pas conso, tu seras plus sur Instagram. Pour des trucs plus B2B, tu seras sur LinkedIn. En sachant qu'il Euh, peut y avoir du bashing sur Instagram, notamment en termes de pub et tout, je pense qu'il faut oublier les pubs Bah d'alcool moi, sur Insta. à titre personnel, tu vois, on m'a demandé récemment est-ce que je faisais des sponsors sur Insta et je dis que non, malheureusement, parce que j'ai eu plusieurs cas où en fait je me fais sauter des publications, quoi. Hmm. Et des fois pour des motifs totalement, pas parce que je faisais n'importe quoi, bien au contraire, des trucs, une fois j'ai eu un truc qui était validé par un service juridique et tout. Et pour une raison X ou Y, tu as ton truc. T'as beau payer, ils te prennent l'argent et puis après ils font sauter la publication ou alors ils te l'éliminent de facto ou ils te refusent de la booster. Ou récemment, enfin tu vois, j'ai eu des trucs qu'on sautait, j'ai pas compris pourquoi, pour soi-disant parce que le lien était trompeur par exemple. Hmm. Tu vois, genre tu relais une info très factuelle qui renvoie vers la source factuelle et on te bloque le truc parce que ça serait du spam, tu vois. Ou une fois, j'ai relayé un cocktail et il a été striké, tu sais pourquoi? Pour nudité. Voilà. Donc, Ok, euh, ouais. donc euh, Bah, tout le voilà. groupe Donc en Meta et gros, Instagram et tout, ouais, en termes donc en d'ads, gros, j'ai fait non. Moi, je peux pas me reposer là-dessus pour. Enfin, tu vois, enfin, ouais. c'est pas viable quoi de faire du business avec ça quoi. Non, c'est clair. Bah, je pourrais que conseiller, et toi aussi, la newsletter et même du blogging et du content Alors, le marketing autour de sa marque ou de problème, son. c'est de développer l'audience quoi. Mais Hmm. oui, et puis le fait d'Insta, moi j'ai vu d'autres gens à qui ça arrivait aussi. Donc après avoir, tu vois, là, ils ont l'air d'assouplir avec Trump leurs règles de modération. Donc à voir est-ce que ça sera un peu plus zen. Parce que là, en gros, c'est des bots qui te strike et ils ont des erreurs, ils font des erreurs de ouf, quoi. Hmm. Ok. Donc voilà, je sais pas, enfin, ouais. Abonnez-vous à Disty News au lieu de. Voilà, suivez Disty News sur le site et par mail plutôt que sur Instagram, quoi. Yes, bah en parlant de ça, pareil, sur Studio Black Sounds, j'ai fait des rapports tendance 2024-2025 qui sont toujours, on a pu le voir aujourd'hui, encore d'actualité. Donc vous pouvez aller checker ça sur le site de Studio Black Sounds qui est blacksoundsdesign.com. Et voilà, vous pouvez toujours écouter les autres épisodes tendance de Super Potion. L'épisode touche à sa fin. C'était au final assez exhaustif, hein. Je suis plutôt content de ce qu'on a pu réaliser. Bon, il y a plein de choses à prendre, d'autres à jeter un peu plus, mais d'une manière générale, la filière spiritueux Voilà. est en plein essor et on est toujours friand Ouais, de choses, quoi. il y a des petites touches de pessimisme, mais c'est dynamique dans tous les cas, et puis ça va, ça vient. Ouais, ouais, ouais. Donc, Voilà, pour on verra résumer, bien. les tendances qu'on a pu voir, nous, néo-prohibition, protectionnisme économique, catégorie, enfin, protection des catégories et essor des spiritueux de célébrité. Tout ça mixé avec on va dire, les plus grandes tendances macro de Diageo, ça nous fait déjà un bon épisode d'1h20, 1h30 même. Donc, voilà, si vous arrivez jusqu'à là, merci beaucoup à tous pour votre écoute, votre fidélité. Et on se retrouve dans un futur épisode de Super Potion. À bientôt. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao.